Le puits de Pauillac, de ce petit haut sommet situé à 524 mètres d'altitude, on peut découvrir tout le bassin de Brive. L'endroit idéal pour vous inviter à partager quelques belles histoires qui prennent racine dans cette campagne corrézienne. Nous commencerons en allant admirer la formidable abbaye d'Aubazine, un monastère développé au Moyen-Âge par les moines cisterciens qui a marqué de son empreinte une figure de la mode du XXe siècle, une certaine Coco Chanel. Puis nous irons à la rencontre d'un éleveur de vaches limousines iconoclaste pour qui l'art est dans le pré. À Brive, nous mettrons à l'honneur le savoir-faire de la famille Denoy qui, depuis 1839, fabrique de façon artisanale des liqueurs. Enfin, nous partirons en balade avec un enfant du pays, un écrivain, auteur à succès, Christian Signol, cap sur la Corrèze, le pays de Brive. Nous commençons nos escapades corréziennes en prenant la direction d'un monastère singulier situé à 20 minutes de Brive. L'abbaye d'Aubazine s'affirme dans le paysage tel un colosse de pierre. Fondée en 1125 par un ermite dans une forêt touffue totalement inhabitée, l'abbaye s'est développée de façon spectaculaire grâce aux frères cisterciens. Que ce lieu est impressionnant, Cyril. Qu'est-ce qui explique le caractère imposant de ces bâtiments ? Alors, tout d'abord parce que les cisterciens sont quand même un ordre déjà assez puissant au XIIe siècle, mais surtout à Aubazine parce que notre abbaye est la première abbaye cistercienne en sud-ouest de la France. Et donc, nos cisterciens vont vouloir un peu montrer leurs muscles ici et un peu rentrer en rivalité avec les bénédictins, qui eux étaient déjà bien implantés dans la région avec une cinquantaine d'abbayes. Et donc, c'est pour ça qu'à Aubazine, on voit de manière assez gigantesque, un peu disproportionnée. Disproportionné, il ne reste pas moins que la communauté elle-même est importante. Alors oui, on peut estimer quand même que les moines ont été jusqu'à 150 au XIIe et XIIIe siècle, ce qui était quand même une communauté très importante à l'époque. Ça, on l'estime à peu près à la grandeur des salles qui nous restent dans l'abbaye. Grande communauté, ce qui explique aussi le caractère presque démesuré de l'abbatiale, c'est-à-dire l'église de l'abbaye. Oui, tout à fait. Il faut s'imaginer que l'abbatiale elle se terminait autrefois au bout de la place du village. C'est un bâtiment de 90 mètres de longueur, de 9 travées, donc c'est pour ça que c'est un bâtiment complètement disproportionné. L'histoire de cette abbaye a de quoi surprendre le visiteur d'aujourd'hui, car son succès a nécessité de l'imagination et des efforts colossaux de la part des moines. Installé au sommet d'une colline, le monastère était en effet très mal placé pour avoir accès à l'eau, indispensable à l'importante communauté. Il a donc fallu créer de toutes pièces, à flanc de falaise, un ouvrage de près de 2 km de long. Quel lieu incroyable, inattendu, Cyril, où est-ce qu'on se trouve ? Alors on se trouve au bord des falaises, le long du canal des Moines. C'est quoi le canal des Moines ? Alors le canal des Moines, c'était une prise d'eau de la rivière du Coiroux donc cette déviation va ensuite alimenter l'abbaye. Et réalisé à quelle époque ? Alors nos moines, ils l'ont conçu en arrivant sur le site, juste avant la construction de notre abbaye, donc au XIIe siècle, tout début du XIIe. Mais c'est une performance, parce que là, on voit cette roche qui est du granit, en plus, qui est une roche très dure. Il a fallu creuser dedans pour pouvoir laisser passer... Effectivement, on l'appelle la brèche, ce passage. Effectivement, on l'a fendu avec les méthodes du Moyen-Âge, en utilisant l'humidité, le gel, enfin bon. Et donc, ils ont réussi à faire passer l'eau à cet endroit-là, ce qui est assez une prouesse pour l'époque. Pour qu'un canal fonctionne, il faut qu'il y ait une pente constante pour que l'eau descende. C'est un vrai savoir-faire, c'est une prouesse mathématique en quelque sorte. Ah oui, tout à fait. C'était des savoir-faire que nos moines avaient conservés au XIIe siècle.
hérité de la Rome antique. Donc vraiment, sur le kilomètre 6, on a vraiment cette pente constante de 0,6% qui permet d'alimenter régulièrement donc, l'abbaye plus bas. On ne mesure pas peut-être à quel point les moines cisterciens en l'occurrence, ont été des aménageurs de ce pays. Les abbayes étaient de véritables petites entreprises, parce qu'il faut s'imaginer que ce petit canal du coup alimentait les viviers à poissons, alimentait les moulins. Alors les moulins pour les textiles, les forges, le cuir, la farine, l'huile. Donc c'était déjà toute une entreprise sur place. Et puis ensuite l'abbaye, elle s'est, on va dire, développée et a presque contrôlé une bonne partie du sud-ouest. C'est-à-dire qu'au Basine, en fait, c'est la maison mère, mais il y a des succursales partout. Sur quel territoire? Tout à fait. Alors on pouvait retrouver les granges, c'était les fermes, jusque dans le Cantal avec les premiers élevages et produits laitiers. Ça redescendait ensuite vers Rocamadour. Ça redescendait ensuite vers Montauban. Et puis enfin, ils avaient des salines sur l'île d'Oléron. Donc tout ça, il y avait tout un réseau économique. Et il y avait énormément d'échanges entre toutes ces abbayes avec l'abbaye mère d'Aubazine. Et donc c'était Aubazine déjà un point très important sur le sud-ouest de la France. Après plus de 5 siècles de prospérité, l'abbaye va décliner. À la Révolution, les moines sont expulsés. Le mobilier et les objets de valeur sont dispersés. En 1856, les bâtiments sont finalement rachetés pour accueillir un orphelinat de jeunes filles. On ne le soupçonne peut-être pas, Cyril, mais nous sommes en train de mettre nos pas dans ceux d'un personnage plus contemporain, très célèbre, une star mondiale, on peut dire. Effectivement, c'est à la fin du 19e siècle, en 1896, qu'une petite fille va arriver ici dans des conditions un peu particulières, à l'âge de 12 ans. Une petite fille qui va être abandonnée par son papa suite au décès de sa maman à Brive, non loin d'ici. Cette petite fille, c'est Gabrielle Chanel. Voilà, un coco. Et donc, vous allez comprendre un peu l'influence que ce lieu a eu sur sa carrière, sur son inspiration tout au long de sa vie. Alors, elle va y passer, on pense, au maximum 6 ans de sa vie. Et donc, elle empruntait ce couloir-là avec ce merveilleux sol empisé. Voilà, elle passait des petites filles tous les jours dans ces couloirs parce que les dortoirs étaient à l'étage là-haut. Et puis surtout, tous les dimanches, elles empruntaient ce passage. Alors c'est un passage, vous allez voir, qui est assez impressionnant et marquant. Et effectivement, Chanel va s'en inspirer aussi par la suite. Cette arrivée dans l'abbatiale, elle est très impressionnante. Alors, il faut s'imaginer, à l'âge de 12 ans, descendre ici les dimanches matins pour aller à la messe reste quand même un passage assez impressionnant. Oui. Alors Eric, on ne peut pas venir dans cette abbatiale sans venir découvrir quelque chose d'assez exceptionnel. Il s'agit de cet ensemble de vitraux cisterciens d'origine. C'est unique au monde, des vitraux du XIIe siècle. Si on regarde bien de près, on retrouve un peu le système des entrelacs qu'a réutilisé Chanel avec ses 2 C entrelacés. On a énormément d'histoires et de coïncidences entre Chanel et cette abbaye. Elle s'est inspirée d'énormément de choses tout au long de sa carrière, ici. Des couleurs du noir et blanc des religieuses, de la petite robe noire des orphelines, cet esprit épuré cistercien qu'elle va reprendre tout au long de sa carrière et qui fera sa notoriété mondiale, celle qui va lancer le style français. On pourrait dire que c'est grâce aux cisterciens. Et puis, évidemment, il y a tous ces motifs dans les sols du dortoir qu'elle va reprendre pour des collections de bijoux, les soleils, les lunes, et puis cette fameuse étoile à 5 branches qu'elle réutilisera tout au long de sa carrière comme symbole porte-bonheur, le 5 qui était le chiffre porte-bonheur, son parfum. C'était toujours le 5 du mois qu'elle faisait son défilé, etc. etc. Je sens que tu as tissé un lien, toi aussi, très intime avec cet endroit. Alors, tout à fait, oui, parce que une fois qu'on met les pieds dans cet endroit, c'est quand même merveilleux. Il se dégage quelque chose. Ah oui, ici, c'est quelque chose, ça aspire, c'est un lieu tellement beau, tellement reposant. Et puis, voilà, c'est quand même une fierté pour nous dans cette région d'avoir ce bijou-là, caché en plein milieu de la forêt, toujours. Et voilà, c'est notre petit trésor.
ne soupçonne pas à quel point en France, comme dans toute l'Europe, les abbayes ont contribué dès le Moyen-Âge au développement de l'agriculture et de l'élevage. La Corrèze est héritière de cette histoire que certains perpétuent avec humour et inventivité. Direction la ferme Saint-Géraud, à 50 km au sud de Brive, où Jacques Moulaine est à l'origine d'une initiative vachement originale. J'ai aperçu de belles limousines dans les champs, donc je me disais que vous étiez peut-être en train de faire la traite. Explique-moi, Jacques, ce que tu es en train de faire avec Titou. Ben nous, à la ferme Saint-Géraud, on pèle les vaches depuis 2008. C'est une nouvelle race. On a créé une nouvelle race. Alors, comment t'es venue cette idée? Bah, c'est une petite ferme ici, alors il fallait créer une activité complémentaire. Bon, et on n'avait pas envie de partir sur un schéma agricole habituel et on a créé une activité touristique. Et donc, en fait, les gens viennent voir les vaches peintes, c'est ça? Tout à fait, oui, ils viennent. Il y a les touristes, on fait ça l'été. Hein. Voilà, ils viennent visiter l'exposition de vaches peintes sur la ferme. Donc là, c'est la vache blanche, pas la page blanche, mais Titou commence à C'est ça, travailler. on Mais part à sur- chaque fois, il y a un décor différent. Chaque vache a un nouveau thème, moi, toujours. On ne fait jamais 2 fois les mêmes, sauf exception volontairement, des jumelles ou comme ça. Et t'es surpris parfois du résultat par rapport à ton idée du départ? Mais c'est surtout la réaction des gens ouais, qui m'intéresse par rapport à... Parce que bon, une vache, c'est un thème particulier. C'est pas... On aurait pu le faire sur un autre animal, mais la vache, elle a un capital sympathie qui va très loin. Ouais. Un imaginaire. Les gens aiment beaucoup les vaches, on peut le dire. Alors, j'ai vu marqué 1880 en rentrant là, Tout à fait. dans la grange. Ouais. C'est un lieu dans ta famille qui est depuis longtemps? Ah oui, on peut le dire. Je suis la 13e génération. Ah ouais. Mais la première à peindre les vaches. Certainement. J'ai pas remonté le temps, mais ouais, sûrement, ouais. Bon, bah c'est bon, on peut commencer à décharger. Oh, bah c'est plus léger que je le pensais. Ah non, mais elles sont creuses. Hein. Mais là, elle n'a pas mangé, si tu veux. Ouais. Ah là, elle est très bien, là. Alors là, je vois Elles sont prêts. des dessins préhistoriques qui m'évoquent bien évidemment la grotte de Lascaux. Eh bien, regarde son nom. Ah, excellent, The Last Cow. On aime les jeux de mots ici. Oh, on essaie. Si j'ai bien compris, comme pour les vraies vaches, dans une ferme, chacune de tes créations a un nom. Oui, c'est le principe. Déjà, bon, ça amène un peu d'humour. Et puis les visiteurs apprécient beaucoup. Alors Ils d'humour, cherchent le pourquoi? nom. C'est quoi les noms que tu donnes, par Ah exemple? on a Néfertitine, on a, je sais pas, là-haut, c'est les deux jaunes, c'est les Yellow Sisters. Tu vois, il y a beaucoup de jeux de mots avec Cow, Là, j'imagine. Là, c'est la Barack Obama. Je suis impressionné par le nombre de vaches, d'œuvres que tu as. Il y en a combien au total? Bah là, en ce moment, on est sur 55. Ah ouais. Et des vraies vaches, tu en as combien? Ah, j'en ai moins, j'en ai plus qu'une trentaine. Tu te rends compte que tu participes quelque part avec ça à donner peut-être une autre image, parfois souvent caricaturale, du monde rural de l'agriculture? Ah, mais moi, les visiteurs me parlent souvent des vaches de l'exposition comme si c'était les vraies vaches. Hein. Et après, ils posent énormément de questions sur l'agriculture. C'est un sujet qui fait l'unanimité. Tout le monde a une sensibilité. C'est rare qu'on ne finisse pas en discutant de l'agriculture. Ouais, C'est une porte d'entrée, en fait. je crois que c'est une image positive. Ouais. Ouais. Voilà. Tu aimes dire que tu es paysan, c'est un mot pour toi qui a un sens Ah, particulier? parce que c'est vrai déjà. Je vis au pays, donc je suis paysan. Moi, je suis né ici, je suis parti, je suis revenu. Et c'est vrai que, je sais pas, des fois j'y pense quand je suis dans mes champs, c'est un bonheur de faire partie de ce paysage. Tu sais, la campagne, c'est la vie de luxe. Tu es là, tu es au milieu des champs, et les oiseaux et tout. Tu es là. Et tes vaches de toutes les Les couleurs? vaches de toutes les couleurs, ça rajoute une petite pointe de couleur, d'humour. C'est un vrai plaisir. Ouais. Nous prenons maintenant la direction de Brive-la-Gaillarde.
C'est ici que depuis 5 générations, une famille perpétue un savoir-faire artisanal, la fabrication de liqueurs. Labellisée entreprise du patrimoine vivant, la distillerie de Noix est l'une des plus anciennes en France encore en activité. Quelle ambiance, quel parfum, Sylvie, et pour moi, quel mystère. Comment fabrique-t-on une liqueur? Alors une liqueur est fabriquée, comme nous on les fabrique au 19e siècle, par distillation ou par macération. C'est les deux méthodes traditionnelles. Et on cuit le sirop de sucre au feu de bois. Donc qu'est-ce qu'une liqueur? Un mélange de macération et de sirop de sucre ou de distillation et de sirop de sucre. Et aujourd'hui, je suis en train de distiller. Cet alambic, il est magnifique, il est en cuivre, il date de quand? Alors cet alambic, on pense qu'il est du 19e siècle, sur lequel a travaillé mon arrière-grand-père. C'est un alambic à bain-marie, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau dans cette pièce-là. Là. Et dans l'eau, il y a un autre récipient dans lequel il y a de l'alcool. Et aujourd'hui, il y a des baies de genévrier. On va extraire un parfum de genièvre qu'on va additionner ensuite avec du sirop de sucre pour faire une liqueur de genièvre. Donc ça, c'est le résultat de la distillation. Voilà. Et nous appelons ça un esprit parfumé. Joli. C'est joli. J'ai envie de voir ce que ça Je vais donne. vous faire... Alors, voilà, vous allez sentir. Donc, c'est très parfumé. Et en goût, ouais. c'est très, très puissant. Mais attention, ça fait 80 degrés. Donc, Et alors, on sent bien les baies de genévrier. Hein. Donc, additionner de sirop de sucre, ça va donner la liqueur de genièvre. Le sirop de sucre va enlever l'amertume des macérations et va faire descendre le degré des distillations. Donc, une bonne liqueur, elle doit être équilibrée. Elle ne doit pas être trop amère, trop alcoolisée et trop sucrée. Et notre métier, c'est ça, d'arriver à cet équilibre pour que la liqueur soit parfaite. Et une bonne liqueur, c'est une gourmandise. On doit oublier qu'il y a de l'alcool dedans. On se croirait dans l'antre d'un alchimiste. À quoi te servent tous ces bocaux, Sylvie? Alors, tous ces bocaux nous servent à préparer nos liqueurs, comme au 19e siècle, c'est-à-dire qu'on va distiller certaines spécialités, ou alors on va les faire macérer. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a, par exemple? Alors, par exemple, vous avez des petites graines de fenouil qu'on va mettre dans l'alambic avec de l'alcool et on va extraire un parfum. Ah, déjà, c'est rien qu'au nez, là, c'est fabuleux. Hein. C'est très parfumé. Donc, cette distillation de fenouil additionnée avec du sirop de sucre donne une liqueur de fenouil que nous appelons ici fenouillette. C'est une des spécialités de la maison. Ça, je reconnais. Cannelle. Alors, ça, c'est de la cannelle. Ouais. Là, vous avez de la cardamome. Et là, vous avez du gingembre. C'est un petit peu, en fait, la palette du peintre, mais oui. Voilà, gustative, cette palette. Ce sont nos différentes saveurs. En fait, ce sont des créations qui ont été réalisées par mon grand-père et mon arrière-grand-père. Donc, c'est un patrimoine familial qu'on nous a légué. Alors, raconte-moi l'origine de cette aventure familiale. Alors, ça commence comment, l'aventure de Noix? L'aventure commence au 19e siècle. Mon arrière-grand-père est arrivé dans cette distillerie qui existait déjà, et où il y avait un monsieur qui s'appelait Lacoste et qui faisait du curaçao. C'était sa spécialité. Et lui, en s'appelant de Noix, au pays de la noix, il a mis au point une recette de liqueur de noix avec les noix de la région. Voilà. Et il a lancé sa recette à partir de noix vertes qui sont broyées et pressées en été, au mois de juillet. Ah oui. On broie et on presse des noix vertes, donc il n'y a pas de coquille, il n'y a pas de cerneau à l'intérieur, elle est tendre. Et on obtient du jus. Ce jus, on le met dans de l'alcool et on le fait vieillir en fût de chêne 5 ans. Et après, on y ajoute de l'armagnac, du cognac et du sirop. Et ça donne cette spécialité qu'on fait depuis 1 siècle et demi. C'est une recette du 19e siècle qui s'appelle Suprême de Noix et qui nous fait vivre depuis 5 générations. C'était un pari quand même, il y a 30 ans, de dire on va continuer à travailler de façon artisanale. Oui. C'était une volonté aussi de ton père? C'était une volonté de mon père, parce que mon père est décédé jeune, à 59 ans, et cet homme croyait énormément à l'artisanat. Et il disait que tout allait disparaître à cause de la productivité, et ceux qui allaient résister, ils seraient de plus en plus recherchés, parce qu'il y aurait quelque chose de rare et d'unique. Donc, c'est vraiment ce qui s'est réalisé. C'était un visionnaire, en fait. C'était un visionnaire, complètement, oui. Comme pour tout alcool, la modération est recommandée, mais je me pose une question, Sylvie. Une liqueur, comment ça se déguste? Une liqueur se boit fraîche. Donc, c'est pour ça que je vais mettre un petit glaçon dans mon verre. Voilà. Je refroidis un petit peu. Et là, je vais mettre ma liqueur. Voilà. C'est notre patrimoine familial. Et donc, comme pour un vin, est-ce qu'on respire un peu d'abord par le nez pour profiter? Dans un premier temps, vous allez sentir. Donc, ça sent l'armagnac et ça sent la noix. Oui. Voilà. Vous allez la garder un petit peu dans la bouche avant de l'avaler. Le premier goût que vous allez rencontrer, c'est l'armagnac.
Derrière, vous avez des saveurs boisées données par le fût de chêne, les fameux 5 ans. Et ensuite, vous avez des saveurs de vanille, de cacao et de café données par le vieillissement. Et alors, Voilà. pour ceux qui pourraient craindre que l'Armagnac soit un peu agressif, là, c'est pas du tout le cas. Non, On est non, vraiment dans la c'est douceur, en que fait. du plaisir. Quand vous avalez, ça ne brûle pas. Et quand vous avez avalé, vous chassez l'air par le nez. On appelle ça la rétro-olfaction. Et à ce moment-là, vous avez le goût de la noix. Tu penses à ton père, à ton grand-père, à toutes les générations qui t'ont précédé. Quelque part, tu es l'héritière d'une tradition, toi et ceux qui Je pense travaillent qu'il là. serait très heureux de voir que ça a continué parce que c'était vraiment l'esprit de famille de continuer à travailler encore avec cette distillerie du 19e siècle et qu'elle traverse le temps et en travaillant de la même manière et en préservant la qualité surtout et le goût. En tout cas, je te félicite, toi et tous ceux qui travaillent là, parce que c'est un beau patrimoine, un patrimoine du goût, comme tu le disais, qui est mis Merci. en valeur. Bravo. Merci beaucoup. La Corrèze est un département rural qui peut revendiquer avec fierté ses racines. Mais cette histoire, celle des gens de la campagne, est rarement mise à l'honneur. Sauf dans les romans de Christian Signol. Né dans le Quercy, dans une famille de paysans, il est envoyé en pension à l'âge de 11 ans à Brive-la-Gaillarde. Il y découvre un univers disciplinaire, loin des forêts et des champs. La lecture sera sa bouée de sauvetage. Plus tard, il franchira le pas qui sépare l'amour des livres de l'écriture de romans. Te rencontrer, Christian, au bord de la rivière Dordogne, ça paraît une évidence parce que, faut-il le rappeler, tu es l'auteur du roman La rivière Espérance, adapté en 1995 par José Dayan. Il y a des scènes qui ont été tournées ici à Carénac. Ah oui, énormément. Le tournage a duré 4 mois ici à Carénac. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'est pour moi un souvenir fabuleux. Alors, souvenir fabuleux, mais je peux t'assurer que tes lecteurs ont aussi des souvenirs fabuleux parce que tu as une capacité quand même à faire vivre, revivre le passé. Tu as écrit, je crois, plus d'une quarantaine de romans. Beaucoup d'ailleurs se déroulent dans cet environnement, dans cette ruralité, comme on dit aujourd'hui. Pourquoi ? Puisque monde rural, moi je préfère le monde naturel. C'est-à-dire le monde des forêts, des rivières, le monde avec lequel on a perdu le contact dans les grandes métropoles, n'est-ce pas ? Où la vie est devenue bien difficile aujourd'hui. Dans mon dernier livre, Même les arbres s'en souviennent, je mets en relation un jeune homme qui s'appelle Lucas, avec son arrière-grand-père qui s'appelle Émilien, parce que Lucas vit en ville et justement il vit mal à Paris, et donc il cherche auprès de son arrière-grand-père de retrouver les valeurs qui ont été celles des générations qui les ont précédées. Pour essayer de donner un nouveau sens à sa vie finalement, parce qu'aujourd'hui, dans les grandes métropoles, on ne vit pas dans le monde, on vit dans sa représentation, c'est-à-dire face à des ordinateurs qui renvoient des images de ce que les hommes croient qu'il leur arrive. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Le monde, c'est pas ça. Le monde naturel, on a coupé le lien avec ce monde-là. Et c'est une manière, dans ce livre aussi, de raconter finalement l'histoire de 80% des familles françaises qui sont passées en 60-70 ans de la basse paysannerie à l'université. C'est sans aucun doute parce qu'il met en scène avec talent les gens simples, la campagne, que Christian Signol est l'un des 10 romanciers préférés en France. Ses livres sont même traduits en 15 langues, dont le chinois et le russe. Un écrivain comme toi, ça a toujours une organisation, un rituel presque. Tu expliques que tu as besoin tous les jours de venir marcher dans la nature. Pourquoi ? Parce que j'écris tous les matins, 1 heure, 2 heures. Ensuite, je règle les problèmes quotidiens. Et ensuite, l'après-midi, j'ai besoin de me recharger. C'est-à-dire de faire des provisions d'images, de sons, de lumière, de voir des choses, des arbres, des feuilles, des lumières changeantes, de manière à être rechargé pour pouvoir réécrire le lendemain. Et c'est systématiquement, sinon je ne pourrais plus écrire. Et ça vient aussi du fait que je suis né dans un village et un milieu rural, c'est-à-dire dans ce milieu-là, et que finalement, en y revenant chaque jour, je retrouve un peu aussi de mon enfance et de ma jeunesse, si je puis dire. Et donc c'est d'autant plus profitable pour écrire le lendemain. Ce qui me marque dans cet endroit où tu m'as amené, c'est l'espace, c'est l'ouverture. Eh oui, parce que j'ai besoin d'espace et d'oxygène. Donc ici, hein, je vois très très loin, et derrière nous, là, j'ai 150 km de ciel bleu. Et d'ici, je vois le Puy de Sancy et le plomb du Cantal, 1856 mètres. Ce que tu trouves ici, tu ne peux pas le trouver ailleurs, c'est ça ? Surtout pas dans les grandes villes, en tout cas. Ouais. Même pas à Brive, qui est une ville moyenne très agréable. Mais je trouve pas en ville, non. C'est pas mon milieu naturel, c'est pas mon biotope, quoi, finalement. Et si j'avais été coupé de ce monde-là,
je n'aurais jamais pu écrire. Parce que ça m'est absolument indispensable et c'est viscéral pour moi finalement. C'est le monde dans lequel j'ai grandi et c'est le monde dans lequel je veux vivre, j'espère, jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est le monde qui te rend heureux, visiblement. Absolument, très heureux, c'est vrai.